Orange Police. Is it recording? Yes, every conversation is recorded. Okay, well, I just want to let you know that I have a roommate that should be leaving at the end of the month. We had a conversation today that he kind of freaked me out. I just fear the worst. Okay. Dans cet appel, passé au 911, on peut entendre que la plante est terrifiée. Elle se sent menacée par son colocataire, semble même craindre pour sa vie, et malheureusement, vous allez voir que la suite des événements va prouver que ces inquiétudes étaient totalement justifiées. Dans l'épisode de HVI de cette semaine, je vous raconte l'histoire vraie incroyable de Maribel Ramos. Générique. On pourrait presque s'inspirer de Maribel Manríquez Ramos, âgée de 34 ans, pour créer une de ces princesses Disney modernes. Elle vient au monde à Mexico en 1976, mais rapidement, après sa naissance, sa famille émigre aux États-Unis et pose ses valises en Californie. Après la fin de ses études secondaires, Maribel travaille brièvement en tant qu'agent de sécurité dans un supermarché, puis elle s'engage à l'armée en 2001. Elle vient tout juste de rejoindre les rangs des Marines quand la tragédie du 11 septembre survient, ce qui lui vaut un déploiement en Irak très peu de temps après. Elle part ensuite une seconde fois là-bas, avant d'être finalement démobilisée avec les honneurs en 2008. Alors, Maribel, elle est jolie, elle est très sympa, mais vous l'avez compris, si on l'emmerde, a priori, elle sait se défendre. Après avoir quitté l'armée, elle décide de reprendre ses études en vue d'intégrer un jour la police, et c'est à l'Université d'État de Californie, à Fullerton, qu'elle entame un cursus pour obtenir un diplôme en criminologie. En parallèle, Maribel emménage avec sa mère, Marina, dans une maison à Orange, afin de pouvoir s'occuper d'elle, parce qu'on lui a diagnostiqué un cancer. Elle a une sœur cadette, Lucero, dite Lucie, mais aussi une grande sœur, Maria, qui, elle, vit toujours au Mexique. Toutes les femmes de la famille sont très soudées, et c'est un véritable cataclysme qui s'abat sur elles quand Marina, leur mère, meurt des suites de sa maladie le 2 novembre 2009. Malheureusement, la vie doit continuer, et ça inclut aussi le paiement des factures et du loyer. Et si Maribel, en tant que vétéran de l'armée américaine, perçoit une pension, elle n'a pas d'emploi parce qu'elle est toujours étudiante. Donc bon, elle ne roule pas non plus sur l'or. C'est la raison pour laquelle elle décide de se mettre à la recherche d'un colocataire. Il y a assez d'espace dans la maison et elle a tout à gagner à voir ses frais de logement divisés par 2. Du coup, c'est sur le très populaire site de petites annonces Craigslist qu'elle poste en avril 2011, en espérant trouver au plus vite une personne convenable avec qui ça matchera. Pas mal de gens se montrent intéressés, et Maribel reçoit de nombreuses réponses, mais une d'entre elles attire tout spécialement son attention. Celle d'un certain Kwang Chol Joy, dit tout simplement Casey Joy. L'homme de 53 ans, d'origine coréenne, est célibataire et il se décrit comme quelqu'un de cultivé, d'ordonné et de non-fumeur, qui ne boit jamais avec excès. Il dit chercher un endroit où vivre, parce qu'il a un entretien d'embauche à Huntington Beach prochainement, alors qu'il habite à Knoxville dans le Tennessee. Point bonus pour lui, il a un petit chien, et c'est aussi le cas de Maribel qui ne se sépare jamais du sien. Bref, Casey lui fait une très bonne première impression en ligne, et un rendez-vous est pris afin de voir si ça se confirme en personne. La rencontre a lieu, et ça accroche plutôt pas mal. Casey présente bien, il est calme et gentil, il est d'ailleurs validé par Lucie, la sœur cadette de Maribel, qui était avec elle lors de ce rendez-vous. L'homme dit n'avoir pas de famille et n'avoir jamais eu de femme ni d'enfant, ce qui convient totalement à l'ex-militaire qui, rappelons-le, est étudiante et veut pouvoir bûcher ses cours tranquillement. Maribel en profite pour faire visiter la maison à Casey, qui la trouve tout à fait à son goût, et finalement, tout roule, au point qu'il y emménage assez rapidement. La colocation semble se passer à merveille, même si les habitudes des 2 colocataires divergent énormément au niveau social. Casey ne quitte jamais la maison, et 2 mois après son arrivée, il n'a toujours pas d'amis, alors, pour le pousser à mettre le nez dehors, Maribel lui propose de se joindre à elle lorsqu'elle est invitée quelque part. Petit à petit, il commence même à participer aux dîners et rassemblements de famille des Ramos, qui finissent tous par l'apprécier. C'est d'ailleurs aussi le cas de Maribel parce que, de fil en aiguille, elle devient très amie avec Casey. Ils promènent leurs chiens ensemble, se rendent mutuellement service et font même une croisière en Alaska tous les 2. Un homme célibataire qui a passé la cinquantaine, en colocation avec une femme beaucoup plus jeune,
qui est sympa avec lui et qui, pour ne rien gâcher, est plutôt agréable à regarder. Vous la voyez venir, la chute ? Moi, ce que je vois là, c'est que presque 64% d'entre vous regardent la vidéo sans être abonnés, et ça me fait beaucoup de peine, parce que du coup, j'ai un petit peu l'impression d'être, à vos yeux, comme Casey, aux yeux de Maribel, dans la friendzone. Ce qui se passe ensuite, c'était assez prévisible en vérité. Au cours de l'été 2012, Casey appelle Lucy pour lui dire qu'il veut lui parler, puis il se confie au sujet des sentiments qu'il éprouve pour sa sœur. Vous l'avez deviné, il est tombé amoureux de Maribel, et il aimerait bien que ça aille un petit peu plus loin entre eux. Il veut carrément, je cite, être l'homme de sa vie. Le truc, c'est que Lucy, qui est très proche de sa sœur, sait déjà qu'elle n'est pas, mais alors pas du tout dans cette optique, et elle décide d'être franche afin d'éviter que Casey ne se fasse des idées. Elle lui explique que sa sœur veut avoir des enfants et qu'en raison de son âge, il n'est pas le type d'homme qu'elle recherche, puis que, de toute façon, elle ne le voit que comme un simple ami. Ouch! Eh ben, là voilà, elle est là la friendzone. Casey accuse le coup et reste silencieux, mais après la fin de l'appel, Lucy contacte immédiatement Maribel pour lui rapporter ce qu'elle vient d'entendre. Il est évident que cette confession change beaucoup de choses et que les deux colocataires doivent avoir une discussion sérieuse à ce propos. Si Casey est vraiment amoureux de Maribel, il n'est probablement pas très sage qu'il reste chez elle, parce que la situation pourrait devenir franchement gênante pour l'un comme pour l'autre. Heureusement, peu de temps après, Lucy reçoit un appel de sa sœur qui la rassure. Maribel lui dit qu'elle a parlé de tout ça avec Casey et qu'il a reconnu s'être un petit peu emballé. Oui, il a le béguin pour elle, mais vu qu'il sait que ce n'est pas réciproque, il va se faire une raison et passer à autre chose. Sauf que bon, comme vous vous en doutez, ça ne va pas être aussi simple que ça, et les actes de Casey ne vont pas aller dans la même direction que ses paroles. Il semble éprouver l'irrépressible besoin de plaire à Maribel, dans un sens qui n'est pas vraiment celui auquel on pourrait s'attendre de la part d'un ami. Quand par exemple elle lui dit un jour en passant que ça lui irait bien d'avoir un tatouage, presque sur le ton de la plaisanterie même, elle est assez surprise de le voir revenir assez rapidement avec un bras tatoué. Et c'est pas un petit truc discret, hein. C'est un gros tigre du Bengale bien voyant sur le bras, histoire qu'elle ne puisse pas le rater. En fait, Casey commence à changer. Il se met à soigner son style vestimentaire, à faire attention à lui et à sortir beaucoup plus. Il fait pas mal d'efforts dans le but de paraître plus jeune, au niveau de son comportement comme de son apparence physique. Casey n'a visiblement pas apprécié de s'entendre dire qu'il était trop vieux pour Maribel, au point qu'il va même jusqu'à faire de la chirurgie esthétique. Il dépense pas moins de 10 000 $ pour donner un coup de jeune à son visage, et même si force est de constater que le résultat est plutôt réussi, sa colocataire, elle, n'en a pas grand-chose à faire. En gros, Maribel n'a toujours pas ce genre de sentiment-là envers Casey, et ça n'arrivera probablement jamais. D'ailleurs, elle fréquente depuis peu un dénommé Paul Lopez, avec qui, a priori, tout se passe bien. Et, cerise sur le gâteau, dernièrement, Casey a tendance à payer sa part du loyer très en retard, ce qui tape un petit peu sur les nerfs de Maribel. Ah, tu m'étonnes, après avoir dépensé 10 000 $ pour se faire refaire le visage, ses finances ont dû prendre un petit coup dans l'aile quand même. Ils ont beau être amis, Maribel est droite dans ses bottes et elle tient à ce qu'il respecte les règles qui ont été établies dès le départ. Bref, elle ne compte pas faire de fleurs à Casey à ce niveau-là, et la coupe déborde quand, début 2013, il se permet de faire carrément l'impasse sur le règlement de ce qu'il lui doit. C'en est trop et la décision est prise pour Maribel, il doit chercher un autre logement et partir. À partir de là, Casey se trouve une flopée d'excuses pour repousser l'échéance de son départ, alors que la réelle raison est simple. Il a toujours des sentiments pour sa colocataire et il veut rester auprès d'elle. Le 2 mai 2013, une nouvelle dispute éclate entre eux et cette fois-ci, ça dérape vraiment. Casey insulte carrément Maribel et cette dernière décide de téléphoner à Paul, son petit ami, qui est déjà au courant que la situation est tendue depuis un petit moment. Elle met l'appel en haut-parleur devant son colocataire et la menace qui résonne est claire. Si Casey n'est pas parti le lendemain, Paul viendra lui-même le jeter dehors, lui et ses affaires. Cet appel est malheureusement le dernier qui sera jamais passé depuis le téléphone de Maribel. Le 3 mai 2013, en fin de matinée, le 911 reçoit un appel de Casey Joy qui explique que sa colocataire, Maribel Ramos, n'est pas rentrée de la nuit. La dernière fois qu'il l'a vue, c'était la veille, aux alentours de 21 h,
Et, chose étrange, sa voiture est toujours là, dans le garage. Bref, il veut déclarer sa disparition, mais c'est impossible avant que 24 heures ne se soient écoulées depuis la dernière fois où elle a été aperçue. Casey contacte alors Lucy par message pour lui faire part de son inquiétude, mais cette dernière sait que sa sœur a une vie assez active et elle ne s'alarme pas plus que ça. Ce n'est que le soir venu qu'elle commence à se dire qu'en effet peut-être que quelque chose ne va pas, mais ce qui tire la sonnette d'alarme, c'est quand elle reçoit un appel de la femme de son cousin qui était censée retrouver Maribel pour se rendre avec elle à un match de softball. Elle lui a fait faux bond sans la prévenir, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes, et en plus de ça, elle ne répond à personne. Les deux femmes, ainsi que d'autres membres de leur famille, se donnent rendez-vous chez Maribel, et sur place, personne ne vient leur ouvrir. La police qui a été prévenue arrive elle aussi sur les lieux, et décide d'enfoncer la porte. À l'intérieur, la lumière dans la chambre de Maribel est allumée, et chose très curieuse, quand on la connaît, son lit est en désordre. C'est à ce détail que Lucy comprend que l'affaire est sérieuse, parce que sa sœur ne sort jamais sans l'avoir fait auparavant. Son téléphone et son portefeuille sont pourtant introuvables, comme si elle était bel et bien partie, mais ce qui est tout aussi étrange là-dedans, c'est le fait que Casey se soit lui aussi volatilisé. Le colocataire de Maribel n'est pas dans la maison, et tout le monde semble ignorer où il est, même la police qui tente de le joindre, sans succès pour le moment. Pourtant, il n'est pas bien loin. Il est même carrément juste à côté, à quelques dizaines de mètres de là, caché dans sa voiture, avec des jumelles. Il observe, à distance, ce qu'il se passe dans le logement qu'il partage avec Maribel. Un petit peu particulier comme comportement quand même, vous ne trouvez pas? Au bout d'environ 1 heure, il se décide à sortir du véhicule et se dirige directement vers l'un des policiers pour lui demander ce qu'il se passe, comme s'il ne le savait pas, alors qu'avec des jumelles, il n'a en vérité pas dû rater grand-chose. Bref, Casey est vraisemblablement la dernière personne à avoir vu Maribel, et il est donc invité à venir au poste pour répondre à quelques questions. Et c'est ce qu'il fait, mais la façon dont il le fait est pour le moins étrange, là encore, parce que les enquêteurs ont énormément de mal à le comprendre. Il parle un très mauvais anglais, et ses réponses sont presque baragouinées, avec un fort accent asiatique, quand il arrive à saisir le sens de ce qu'on lui demande. Et là, vous allez peut-être me dire qu'il est d'origine coréenne et que du coup, c'est pas tellement surprenant qu'il ne parle pas bien la langue. Ouais, sauf que Casey a immigré aux États-Unis quand il était enfant, donc en fait, il maîtrise parfaitement bien l'anglais. D'ailleurs, ceux qui le connaissent savent qu'il le parle aussi bien qu'un natif et sans aucun accent. À cause de ces soi-disant difficultés de langage, l'interrogatoire s'avère compliqué à mener pour les forces de l'ordre, mais Casey se montre coopératif et répète qu'il est très inquiet pour Maribel. Il nie avoir quoi que ce soit à voir avec sa disparition et révèle que, oui, la veille au soir, ils se sont effectivement un peu disputés, mais que ça n'avait rien de grave. Maribel a ensuite appelé Paul, puis elle s'est enfermée dans sa chambre aux alentours de 21h. Casey est alors sorti pour se changer les idées et il a roulé en direction de Tustin, une ville voisine, avant de revenir 1 heure plus tard. C'est à ce moment-là qu'il a constaté que Maribel n'était plus là. En lui parlant, les enquêteurs remarquent de nombreuses égratignures récentes sur ses bras, mais Casey a une bonne explication. Il leur confie qu'il se rend très souvent au parc Eisenhower pour pêcher, et que la dernière fois, il a dû passer au beau milieu d'un buisson plein d'épines pour récupérer une ligne de pêche qui s'y était coincée. La police n'en dit rien, mais évidemment, ils doutent que tout ça soit la vérité. Seulement pour l'instant, ils sont dans l'impossibilité de prouver quoi que ce soit et doivent relâcher Casey. Mais il n'empêche qu'à ce stade, le colocataire de Maribel est déjà fortement soupçonné d'être responsable de sa disparition. Et ce n'est d'ailleurs pas la découverte de l'enregistrement d'un appel de Maribel au 911 le 21 avril 2013, soit 2 semaines plus tôt, qui va aider à estomper les doutes des enquêteurs. Pendant ce coup de fil dont vous avez entendu une partie au début de la vidéo, Maribel est en larmes et effrayée. Elle dit se sentir réellement menacée par Casey. Hi, Orange Police. Okay, well, I just want to let you know that I have a roommate that should be leaving at the end of the month. We had a conversation today that he kind of freaked me out. I'm not feeling comfortable around him anymore. I'm feeling threatened. What's your name? And my name is Maribel. My name is... What's your last name, Maribel? Ramos Arias. Okay. Suite à ça, un policier était passé la voir, mais elle n'avait pas voulu porter plainte. Elle avait simplement dit qu'elle voulait qu'il note que Casey devait partir à la fin du mois parce qu'il ne payait plus le loyer et qu'elle se sentait très mal à l'aise en sa présence. Pour autant, même si cet enregistrement en dit long,
sur la dégradation de la relation entre Maribel et son colocataire, ça n'est pas une preuve suffisante pour l'inculper de quoi que ce soit. La dernière trace qu'on a de la disparue provient de la caméra de vidéosurveillance de la résidence qu'il a filmée le 2 mai 2013 à 19h15 alors qu'elle déposait son chèque de loyer justement dans une boîte aux lettres prévue à cet effet. Depuis ça, plus rien. Mais en parallèle des investigations, la famille et les amis de l'ex-militaire sont eux aussi très actifs dans les recherches. Ils placardent ici et là de nombreuses affiches, postent sur Facebook, et 9 jours après la disparition de Maribel, le 13 mai 2013, ils organisent une veillée à la bougie. Ce jour-là, tous ceux qui l'aiment sont réunis et, encore une fois, l'attitude de Casey est en total décalage avec ses paroles. Il dit à qui veut bien l'entendre qu'il est malheureux et qu'il veut que sa colocataire soit retrouvée parce qu'elle est sa meilleure amie et qu'elle lui manque. Ceci dit, il ne daigne même pas se joindre à sa famille, qu'il connaît pourtant très bien, lors du rassemblement. Il s'y rend, mais reste à l'écart et observe le tout à distance. L'homme intervient aussi plusieurs fois sur Internet pour répondre à des posts qui parlent de la disparition de Maribel, et dans certaines de ses phrases, il parle d'elle au passé. 2 jours après la veillée, le 15 mai, c'est un nouveau coup dur pour les proches de la disparue, qui réalisent doucement qu'elle pourrait ne jamais revenir. En effet, cette date était très importante pour Maribel. Elle n'était qu'à quelques semaines de l'obtention de son diplôme, et l'université avait organisé une soirée au cours de laquelle elle devait faire un discours. Sauf que, comme vous l'avez sans doute deviné, elle ne s'y est pas rendue, et ça ne laisse rien présager de bon pour la suite. De plus, les investigations piétinent un peu parce que tous les proches de Maribel ont déjà été interrogés. Ses camarades de classe, ses ex-collègues de l'armée, sa famille, ses amis, son petit ami et même certains de ses ex-petits amis. Tous ont un alibi solide, sauf Casey. Mais il est malin et il parvient à mettre la police en difficulté simplement parce qu'il a réponse à tout. Les enquêteurs cherchent alors à en savoir plus sur son passé, étant donné qu'on sait peu de choses personnelles sur lui finalement. Il affirme qu'il est arrivé du Tennessee après avoir perdu son boulot et s'être brouillé avec sa sœur pour une question d'héritage survenue après le décès de leurs parents. Mais c'est à peu près tout ce qu'il révèle. Les forces de l'ordre cherchent donc à établir un contact avec le seul membre de sa famille encore en vie. Ils ne vont pas être déçus du voyage. La sœur de Casey leur révèle qu'il est très colérique et qu'il lui fait peur, tellement peur qu'elle a demandé une ordonnance restrictive à son encontre. Elle va même jusqu'à le qualifier de monstre, ce qui, venant de sa propre sœur, fait quand même un petit peu froid dans le dos. Devant ce qui ressemble de plus en plus à une évidence, les enquêteurs décident de le placer sous surveillance permanente. Si, comme ils le pensent, c'est effectivement lui le responsable de la disparition de Maribel, même s'il est intelligent, il finira forcément par faire une erreur et se trahir. Et en effet, Casey en prend bien le chemin, parce qu'il se rend à la bibliothèque publique d'Orange pour faire des recherches plutôt curieuses sur Internet. Parmi les informations qui l'intéressent, on peut trouver, je cite, « Est-ce qu'un téléphone doit être allumé pour pouvoir être localisé ?» Ou encore « Quelles sont les probabilités qu'une personne disparue soit retrouvée ?» Mais c'est une troisième recherche assez évocatrice qui laisse vraiment craindre le pire pour Maribel, à savoir à quelle vitesse se décompose un corps humain. L'ennui, c'est qu'une fois de plus, tout ça ne représente pas une preuve formelle de la culpabilité de Casey, bien que ce soit quand même fortement suspect. D'ailleurs, moi le premier, dans le cadre de mes recherches pour l'écriture des scripts de mes vidéos, j'ai parfois dû taper des trucs assez bizarres sur Google, donc j'ai plus qu'à espérer qu'aucun flic ne tombera jamais sur mon historique internet. Bref, n'importe qui peut se poser ce genre de questions finalement, même s'il est vrai que la coïncidence est quand même troublante quand on est le colocataire d'une personne qui vient de disparaître. Le 16 mai, après 12 jours sans aucun signe de vie de la part de Maribel, Lucie, sa sœur, décide d'aller prier devant chez elle, accompagnée de plusieurs de ses amis. Sur place, elle voit Casey, qui n'a toujours pas déménagé, et elle lui propose de se joindre à eux. Il refuse, mais reste à l'intérieur et observe, encore une fois silencieusement, les proches de Maribel à distance, qui prient pour son retour devant la maison. Peu après, Casey retourne à la bibliothèque publique d'Orange, et c'est là que, comme la police l'avait prévu, il va faire une erreur qui va lui coûter très cher. L'homme s'aperçoit en consultant Internet qu'une marche blanche a été organisée par les proches de sa colocataire et qu'elle aura lieu prochainement à Peters Canyon, un grand parc du coin. Casey tape ensuite l'adresse de l'endroit où le rassemblement est prévu sur Google Maps.
Alors, on pourrait se dire dans un premier temps, ouais, c'est peut-être tout simplement parce qu'il a l'intention d'y participer à cette marche blanche. Eh bien, pas exactement, parce qu'il va dézoomer et passer en vue satellite, puis zoomer, zoomer et zoomer encore sur un arbre situé dans un canyon vraiment isolé. Après ça, Casey efface son historique et quitte la bibliothèque, mais les enquêteurs, eux, sont déjà en route vers les coordonnées en question. Moins d'une demi-heure après leur arrivée sur les lieux, le 17 mai 2013, ils découvrent dans la zone le corps d'une femme dans un état de décomposition très avancé. Son autopsie lève le voile sur un doute qui était déjà quasi inexistant. Il s'agit, malheureusement, de Maribel Ramos, 36 ans, qui avait été portée disparue 2 semaines auparavant. La nouvelle fait la une des médias et la police, qui sait que Casey se tient très informé sur les avancées de l'enquête, décide de se rendre immédiatement chez lui pour éviter de lui laisser le temps de leur filer entre les doigts. Et ils ont bien fait, parce que pendant qu'ils roulent en direction de la maison de Maribel pour l'appréhender, l'homme prend la fuite par une fenêtre. Manque de peau, l'unité en planque qui le surveillait toujours le signale, et après une brève course-poursuite, Casey est finalement intercepté. Il joue la carte de la surprise concernant la mort de Maribel et nie formellement y être pour quelque chose, tout en ajoutant qu'il espère bien que la police a de solides preuves contre lui pour oser l'arrêter. Bon alors attends, laisse-nous réfléchir 2 secondes. C'est toi qui nous indiquais l'emplacement du corps, et quand tu as appris qu'on l'avait découvert, tu as tenté de prendre la fuite. Les enquêteurs l'ont bien compris, ils n'auront pas d'aveu de sa part, mais ça tombe bien, parce qu'ils n'en ont pas besoin pour l'inculper. Parce que même s'il est vrai qu'il n'existe aucune preuve physique que Casey a tué Maribel, le simple fait qu'il ait mené la police directement à son corps est difficilement justifiable autrement. C'est donc le 17 mai 2013 qu'il est inculpé formellement du meurtre de celle qui était sa colocataire. La cause exacte du décès de Maribel n'a pas pu être déterminée en raison de l'état de décomposition avancé de son corps, mais selon la police, le scénario le plus probable, c'est que Casey s'en soit pris à elle pendant son sommeil. Elle avait été militaire, elle était plutôt musclée et avait de solides notions en close combat, donc il y a peu de chances que Casey aurait pu avoir le dessus sur Maribel en temps normal, et c'est pourquoi il l'a certainement étouffée pendant qu'elle dormait. D'ailleurs, aucune trace de lutte n'a été relevée dans la maison, ce qui semble accréditer cette théorie. Ce n'est que plus d'1 an après les faits, le 29 juillet 2014, qu'au terme de son procès, Casey Joy, 55 ans, est reconnu coupable du meurtre sans préméditation de Maribel Ramos. Il est condamné à purger une peine d'emprisonnement allant de 15 ans à perpétuité. Le détenu était éligible à une libération conditionnelle à partir de mars 2022, mais en juin de la même année, la demande qu'il avait formulée a été refusée. Il ne pourra en déposer une nouvelle qu'en 2025, à l'âge de 66 ans, sans aucune garantie qu'elle sera acceptée. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI, et en attendant, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme, et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut!